Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du test T de Student. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de tests T de Student. Alors on en verra deux au cours de ces vidéos. Dans cette première vidéo, on parlera du test T de Student dans le cadre d'une valeur de référence. Alors évidemment, ça c'est la méthode globale pour que vous puissiez comprendre. D'ailleurs, vous pouvez la télécharger, hein, le lien est dans la description. Et dans la vidéo suivante, on fera un exemple donc pour encore mieux comprendre cette méthode. Alors dans un premier temps, on va voir dans quel cas on utilise ce test T de Student là. Et bien en fait c'est tout simplement si vous avez la moyenne d'un groupe et vous avez une valeur de référence, une valeur qui vous est donnée finalement, et que vous vous demandez s'il y a une différence significative entre la moyenne que vous avez calculée et la valeur qui vous est donnée. Alors des fois on a une différence qui est assez petite, dans ce cas on considérera que les deux moyennes sont les mêmes, mais en fait on se demande finalement quand est-ce que la différence est suffisamment grande pour qu'elle soit réellement différente. Alors maintenant, on vient de voir quand est-ce qu'on utiliserait ce test-là. Maintenant, on va voir les conditions pour l'appliquer. Alors dans un premier temps, il faut que les observations soient indépendantes. En fait, ce qui va se passer, c'est que ici, là, vous allez avoir la moyenne d'un groupe, mais cette moyenne-là, il va falloir la calculer. Alors soit on vous la donne déjà calculée, soit c'est vous qui devez la calculer. Et pour la calculer, eh ben, vous allez avoir des données. Il faut que ces données, eh ben, elles soient tout simplement indépendantes. Pareil, il faut qu'elles soient distribuées de manière à peu près normale, et il faut éviter au maximum les données extrêmes. Alors en pratique, ces conditions-là, vous les vérifiez pas vraiment, sauf si on vous demande vraiment de les vérifier, mais sinon, il n'y a aucun souci. Et donc pour les vérifier, comment vous faites? Les données extrêmes, la méthode de Tukey, distribuées normalement, on avait vu le skewness ou le kurtosis, il y a aussi le test de Shapiro-Wilk, et les observations indépendantes, alors ça, eh ben malheureusement, il n'y a pas de test, ça il faut qu'on vous le dise, ou il faut que ce soit vous qui choisissiez vos données de manière indépendante. Ensuite, concernant l'hypothèse. Alors, comme d'habitude, on va poser l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Alors, l'hypothèse nulle, c'est que la moyenne, donc la moyenne du groupe qu'on a calculé, elle vaut la valeur de référence, elle vaut la moyenne de référence, la moyenne donnée. Donc, l'hypothèse nulle, c'est que finalement, ces deux moyennes sont égales. Et l'hypothèse alternative, par contre, eh ben en fait, il y en a trois versions. Alors, en fait, de manière générale, vous allez tout le temps utiliser celle-là, mais dans certains cas, vous allez peut-être avoir besoin de celle-ci ou de celle-ci. Donc, en fonction des cas, vous allez choisir en fait votre hypothèse alternative. Alors, l'hypothèse alternative qu'on voit le plus couramment, c'est celle-ci. C'est tout simplement que la moyenne que vous avez calculée n'est pas égale à la valeur de référence, à la valeur donnée. Donc là, c'est assez simple, hein. Hypothèse nulle, la moyenne et la valeur de référence sont égales. Hypothèse alternative, les deux sont différentes. Mais des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous sachiez, par exemple, que la valeur donnée, eh ben, elle est beaucoup trop grande par rapport à la moyenne. Dans ce cas, en hypothèse alternative, vous allez pouvoir poser celle-ci. Donc la moyenne est plus petite que la valeur de référence. Pareil ici, si vous savez que la valeur de référence est extrêmement petite par rapport à la moyenne, alors évidemment vous le savez soit statistiquement ou soit vous en êtes convaincu, et ben dans ce cas vous allez utiliser celle-ci. Mais attention, si les deux valeurs sont plutôt proches, il vaut mieux de manière générale utiliser cette hypothèse alternative là. Alors vous voyez finalement que ce test T de Student, il se décline en quelque sorte en trois catégories suivant l'hypothèse alternative que vous choisissez. Ensuite, pour calculer ce T de Student, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Alors, la lettre associée au test de Student, c'est la lettre T, donc c'est cette lettre-là, donc vous allez calculer le T, et ça c'est quoi? C'est mu moins mu0 divisé par sigma divisé par racine de n. Donc mu, c'est notre moyenne, qui est en rapport avec les données qu'on nous avait données, hein. Mu0, c'est notre valeur de référence, ici. Sigma, c'est l'écart type qui est associé à notre groupe, et n, c'est le nombre d'éléments qu'on avait dans notre groupe. Donc ça, c'est pour calculer le T de Student. Alors ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le test de Student, il va suivre une loi, hein, comme tous les tests, et cette loi, eh ben, en fait, elle va avoir le même nom. C'est la loi de Student. Et la loi de Student, on peut la modéliser sous forme d'une courbe, donc c'est cette courbe-là, en fait, et elle ressemble énormément à la loi normale. En fait, on appelle cette courbe une petite loi normale. Et cette courbe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle prend un paramètre. Elle va être différente suivant le paramètre qu'on lui donne. Et en fait, ce paramètre, c'est le degré de liberté. Ce degré de liberté-là, il va valoir n-1. N, donc c'est le nombre d'éléments qui servaient à constituer notre groupe. Donc notre degré de liberté, ce sera n-1.
Maintenant, on va se demander quand est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle. Alors je vais un peu descendre. Alors de manière générale, hein, vous savez qu'à chaque fois qu'on a p-valeur plus petit que alpha, on rejette l'hypothèse nulle. Donc ça, c'est dans le cadre de la p-valeur. Maintenant, on va voir un peu graphiquement à quoi ressemble tout ça. Alors en fait, suivant l'hypothèse alternative que vous allez choisir, on va pas placer les éléments de la même façon. Par exemple, si on fait un test à gauche, donc ce test-là, mu plus petit que mu 0, c'est ce qu'on appelle un test à gauche, et ben en fait on va devoir se référer à cette courbe-là. Et ce qui va se passer, c'est que donc on calculera notre t, on pourra le placer ici, et la p-valeur, en fait, étant donné que c'est un test à gauche, et ben ce sera l'aire sous la courbe de moins l'infini jusqu'à la valeur. En fait, ce sera l'aire sous la courbe à gauche de notre valeur. Alors si je veux la p-valeur, donc là on a notre t calculé, et ben notre p-valeur, ce sera tout simplement l'aire sous la courbe à gauche du t calculé, donc entre moins l'infini et le t calculé. Pareil pour le alpha. Alors alpha généralement il vaut 5%. Alors là c'est comme si l'aire en jaune ici elle valait seulement 5% de l'aire sous la courbe totale. Et donc alpha on sait qu'il est lié au t théorique, à la valeur théorique. Et en fait, et ben là, étant donné qu'on fait un test à gauche, c'est l'aire sous la courbe à gauche de notre t théorique. Donc de moins l'infini jusqu'au t théorique. Donc ça, c'est dans le cadre d'un test à gauche. Alors là, vous voyez que ici, l'aire en rouge, elle est associée à notre p-valeur, et l'aire en jaune, donc qui est toute celle-ci, elle est associée à notre alpha. Donc là, on voit bien hein, que l'aire en rouge, elle est plus petite que l'aire en jaune. Donc là, on voit bien que la p-valeur est plus petite que alpha. Et donc là, étant donné que la p-valeur est plus petite que alpha, on est censé rejeter l'hypothèse nulle. Une autre manière de voir les choses, c'est de regarder directement les valeurs en abscisse. Alors là, on a le t calculé qui est plus petit que le t théorique, puisque cette valeur-là, elle est en dessous de cette valeur-là. Hein. Et donc, étant donné que le t calculé est plus petit que le t théorique, ici, eh ben on va rejeter H0 aussi. Donc ça, c'est dans le cadre d'un test à gauche. Dans le cadre d'un test à droite, donc si notre moyenne est plus grande que notre moyenne de référence, eh ben on va se représenter les choses de cette façon-là. Alors en fait, finalement, cette manière de voir les choses, c'est exactement la même que celle-ci, sauf que tout est symétrique finalement. Donc regardez, dans un premier temps, on va calculer le t ici, donc ce t-là, je vais l'appeler le t calculé. Donc le t calculé, par exemple, je le pose ici. Ensuite, on pourra en déduire la p-valeur. Alors, étant donné que c'est un test à droite, eh ben la p-valeur, elle vaudra l'aire sous la courbe à droite de t calculé. Autrement dit, c'est l'aire sous la courbe entre le t calculé et plus l'infini, donc c'est l'aire en rouge ici. Ensuite, notre alpha, donc on le connaît, hein, normalement, alpha, il vaut 5%. Donc alpha, c'est l'aire en jaune et elle est censée représenter 5% de l'aire totale sous la courbe. Alors, juste une petite remarque, hein, la courbe, son aire totale, elle vaut 1. Donc finalement, la valeur de l'aire en jaune, elle vaut 0,05. Elle vaut 5% de 1, donc 0,05. Alors donc là on a notre alpha et notre t théorique, et ben c'est la valeur en abscisse qui fait la borne en quelque sorte. Donc là on a notre t théorique. Et donc là encore une fois à droite, donc là on a notre R en rouge qui est plus petite que notre R en jaune, autrement dit notre p valeur est plus petite que alpha. Donc dans ce dessin là je peux rejeter H0. Alors une autre manière de voir les choses, c'est de regarder encore une fois les valeurs en abscisse, exactement comme dans ce dessin-là finalement. Là, on a notre t calculé qui est plus grand cette fois que notre t théorique, et là, on sait qu'on rejette H0, donc si notre t calculé est plus grand que notre t théorique, on rejette H0. Alors une petite remarque, si jamais notre t calculé était plus petit que notre t théorique, on aurait accepté H0. Donc en fait, ce t théorique, c'est un peu le t critique en quelque sorte. Puisque si le t calculé, il est là, on rejette H0, s'il est là, on rejette H0, s'il est là, on rejette H0. Par contre, s'il est de l'autre côté du t théorique, on va devoir accepter H0. Donc si par exemple il était là, eh ben on accepterait H0. S'il était là, on l'accepterait aussi. Et dans ce dessin-là aussi, on peut voir les choses de cette façon. Là, on a notre p valeur qui est plus petit que alpha. Donc si notre t calculé, il est là, on rejette H0. S'il est là, on rejette H0. Par contre, s'il est à droite du t théorique, par exemple, s'il est là, eh ben on va devoir accepter H0. Donc il faut bien se représenter ce jeu de symétrie dans la tête. Donc globalement, en fait, le mieux, ce que je vous conseille de faire, c'est que suivant le test que vous choisissez, eh ben hop, vous faites le petit dessin, vous savez que si c'est un test à gauche ou à droite, et hop, eh ben vous pouvez tout placer, et après c'est comme d'habitude, comme pour les autres tests. Par contre, le truc qui va changer de d'habitude, c'est dans le cadre du test bilatéral. Alors c'est dans le cadre où finalement notre hypothèse alternative, elle nous dit
que la moyenne du groupe est différente de la valeur donnée, mu différent de mu0. Alors dans le cadre où on a quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben en fait, ça va être un peu plus subtil, puisque mu différent de mu0, finalement, c'est un peu un mix entre ce qu'on a vu précédemment. Alors le mieux, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris seulement la partie droite, et de toute façon vous savez que c'est symétrique dans le cadre du test bilatéral. Donc vous apprenez que un côté, et vous pouvez mettre la même chose de l'autre côté. Mais globalement, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez calculer votre t. Donc vous allez calculer une valeur ici, et vous allez la positionner ici. Sauf que, comme la courbe elle est symétrique, et ben en fait, ce t, vous allez faire moins t calculé, et vous allez placer aussi la valeur de moins t calculé ici. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici et ici. Donc là, on a la valeur de moins t qu'on a calculé et de plus t qu'on a calculé. Ensuite, avec ça, on va pouvoir en déduire la p-valeur, puisque la p-valeur, c'est l'aire sous la courbe entre la valeur et plus ou moins l'infini. Donc dans le cadre du test à gauche, eh ben, on regardait l'aire à gauche de t calculé, dans le cadre du test à droite, c'était l'aire à droite du t calculé, et bien là, en fait, finalement, on va faire un peu un mix entre les deux. Finalement, on aura deux p-valeurs. Alors, bon, je vais un peu plus expliciter après, mais regardez, là, on a notre t calculé, à gauche de t calculé, on va avoir une p-valeur, ici, on a t calculé, à droite du t calculé, on aura une p-valeur, alors hop, je remets le dessin, et finalement, donc là, on a un morceau de la p-valeur, là, on a un morceau de la p-valeur, donc finalement, la p-valeur totale, elle vaudra cette p-valeur-là plus cette p-valeur-là, et vu que la courbe est symétrique, c'est la même chose que si j'avais deux fois cette p-valeur ou deux fois cette p-valeur. Alors, je vous avouerai que le dessin est un peu ambigu, mais il y a bien sûr qu'une seule p-valeur, hein, mais c'est comme si à gauche et à droite, on avait un petit bout de la p-valeur, et si on fait le petit bout de gauche de la p-valeur plus le petit bout de droite de la p-valeur, eh ben on trouve finalement la p-valeur totale, quoi. Donc la p-valeur, c'est toute l'aire qui est en rouge, finalement. Maintenant qu'on a bien parlé de la p-valeur, on va pouvoir parler de alpha. Alors alpha, vous savez que c'est l'aire sous la courbe, et comme on avait dit, généralement on veut 5% de l'aire sous la courbe. Par exemple ici, on voulait que l'aire en jaune elle représente 5% de l'aire totale sous la courbe, de l'aire totale disponible. Donc là, étant donné qu'on fait un test au milieu, un test bilatéral, donc on a une p-valeur à gauche et à droite, donc en fait il faudrait qu'on ait un moyen d'avoir 5% de l'aire sous la courbe, mais qu'on répartisse ces 5% entre la gauche et la droite. Et bien pour faire ça, c'est assez simple finalement. On prendra la moitié de 5% ici, la moitié de 5% ici, et comme ça on aura tout simplement notre aire sous la courbe. Alors là j'ai pris l'exemple de 5%, mais en fait votre seuil d'erreur, donc qui est alpha, il n'est pas forcément égal à 5%. En fait, ça dépend de l'énoncé. Donc, de manière générale, ce seuil d'erreur, on le note alpha. Et donc, l'aire en jaune ici, elle vaudra alpha sur 2. L'aire en jaune ici, elle vaudra alpha sur 2. Et du coup, si vous faites la somme de l'aire en jaune, ce sera alpha sur 2 plus alpha sur 2. Autrement dit, vous aurez bien alpha. Autrement dit, hein, vous aurez bien la bonne aire sous la courbe. Donc ça, c'était pour alpha. Et maintenant, pour le t théorique, eh ben, c'est tout simplement la borne entre plus ou moins l'infini et notre alpha sur 2. Voilà, donc ce qu'il faut bien que vous vous rappeliez, hein, c'est que dans le cadre du test bilatéral, on a tout en deux fois, et il y a juste alpha qu'on va couper en deux, du coup on aura deux fois alpha sur 2, une fois à gauche et une fois à droite. Voilà, donc ça c'était vraiment pour que vous compreniez les bases du test T de Student avec une valeur de référence. Donc j'espère que vous avez bien compris un peu tout ça, notamment ces différentes représentations de dessins. Franchement, je vous conseille vraiment de savoir les refaire parce que ça peut vraiment vous être utile dans le cadre d'un examen. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions quoi, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on va pratiquer ce test T avec un exemple concret. Du coup, à tout de suite.